Quel balamif, c'est Moriba. On est parti pour un nouveau thread sur le racisme et la mode. C'est parti. Je vais principalement parler des évolutions positives, des erreurs, de comment faire évoluer la chose et réaction des maisons de luxe par rapport à toutes ces affaires de racisme et de diversité. Alors d'entrée de jeu, je crève l'abcès. Je sais que c'est un sujet malaisant, mais il faut en parler, il faut faire évoluer les choses en fait. Je sais que ce sujet peut semer la discorde, mais c'est pas mon but. Je veux pas diviser, surtout pas. Moi, ce que je veux, c'est pour proposer une problématique, une question qui va te permettre de réfléchir et d'aller de l'avant. Et je peux totalement comprendre que des personnes ne soient pas d'accord avec ma réflexion. Je suis totalement ouvert. Vous m'envoyez un DM pour discuter ou vous commentez sur YouTube. Mais ce que je veux, c'est des trucs constructifs, pas des bails de racistes ou de haters. Mais maintenant, il faut adresser les vrais problèmes dans cette industrie, les vraies problématiques. C'est pas souvent fait. J'espère que les gens vont être assez ouverts d'esprit pour pouvoir comprendre la chose et pouvoir débattre. Je vais me focaliser malgré tout sur les noirs dans cette vidéo-là, mais il ne faut pas prendre ça en mode communauté ou quoi que ce soit. C'est vraiment un débat ouvert pour toutes les victimes de discrimination. Bon, on le sait tous, la mort de George Floyd a vraiment insurgé et outragé pas mal de monde à l'international. Ça a développé également un élan de solidarité assez fort. Le racisme que l'on voit depuis des années ne se limite pas aux violences policières, ça touche d'autres strates de notre société, dont l'industrie de la mode. La mode est connue pour son manque de diversité. C'est un fait, voilà, les gens ils le savent, même s'ils n'en parlent pas tellement, ça existe. Maintenant, il y a eu beaucoup de marques qui ont réagi et qui sont positionnées en antiracistes par rapport à la polémique. Certaines marques ont très bien été accueillies, tandis que d'autres ont été attaquées pour leur hypocrisie et leur manque de sincérité. Nike, par exemple, je prends cet exemple-là parce que tout le monde connaît, a réalisé une campagne Don't Do It qui renverse leur slogan classique Just Do It pour soutenir justement la mort de George Floyd et les violences policières. C'est pas la première fois que Nike se positionne sur le sujet. Elle avait déjà fait une campagne avec Colin Kaepernick pour le soutenir dès 2018. La difficulté avec ces moves-là, que ce soit pour Nike ou pour une autre marque, c'est de savoir si elle est sincère, si c'est pas de l'hypocrisie, de la manipulation pour pouvoir toucher sa cible. La plupart du temps, c'est pour le business. Parce que là, prenons l'exemple de Nike, s'ils ne se positionnent pas sur ces sujets, ils vont perdre des clients carrément. Et évidemment, Nike, ce sont des as du marketing, donc forcément, ils prennent l'initiative de défendre ces sujets-là avant même que leurs clients se manifestent. Du coup, ça leur donne une sacrée crédibilité comparé à d'autres marques qui se positionnent que maintenant. Et on peut se dire, ok, c'est des usurpateurs. Ils se disent que s'ils ne le font pas, ils sont cuits. Denim Tears, une figure du monde du hip-hop, du streetwear, et qui a collaboré avec Frank Ocean, Kanye et Seth Mob et compagnie, ils se positionnent souvent sur ces sujets-là, les noirs, l'esclavage. Et là, lors d'un lancement d'une nouvelle paire de Converse, une collaboration, il adresse Nike en soulevant le fait qu'il y ait peu de noirs dans les postes exécutifs, les postes à haute responsabilité, alors que plein de consommateurs sont noirs et surtout les athlètes qui mettent en avant, il y en a plein de noirs, enfin vous les connaissez, hein, LeBron James et consorts. De leur côté, Adidas balance un post sur Instagram contre le racisme et RT un tweet de Nike de la campagne justement, et c'était un élan de solidarité incroyable pour ces géants du sport. Et la dinguerie de ouf qu'il y a à ce moment-là, c'est que les employés de chez Adidas manifestent parce qu'il y a un manque de diversité dans la société. Ce que moi je trouve absolument vrai puisque les équipes d'Adidas sont très homogènes. Alors que les stars affiliées, ça reflète beaucoup plus la société actuelle. On voit des noirs, des blancs, des meufs, pas mal de nationalités différentes. On voit qu'il y a une diversité au niveau des stars. Bref, pour une majorité, les marques ont pris énormément de temps à se positionner sur ces injustices. À la fois parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre, mais aussi grâce aux injonctions des internautes qui étaient en mode « Rolo, qu'est-ce que vous faites là ?» Commencez à adresser le problème des injustices sociales. Du coup, le soutien s'est manifesté par des communiqués de presse, des posts Instagram assez hasardeux pour certains, qui était genre cheveux sur la soupe. Le Blackout Tuesday, qui consistait à mettre un carré noir sur Instagram, est venu à la rescousse de nombreuses marques et même personnalités pour pouvoir gérer le sujet en fait. Mais du coup, juste tu défendais la cause, tu montrais que tu défendais la cause, mais tu t'exprimais pas. Donc ça fait pas évoluer la chose vraiment. Par contre, les jeunes créateurs, ils semblaient plus à l'aise par rapport à la situation. On voit Jacques Mus ou Marine Serre en France qui ont pris position, qui, pour Jacques Mus par exemple, était à la manifestation. Ce flottement, ce malaise témoigne d'un problème beaucoup plus profond. La difficulté, c'est que certaines marques ont adressé le problème en mode il faut pas juste être antiraciste, il faut briser le silence, être vocal, etc. Mais moi, ma question c'est pourquoi la mode est-elle aussi blanche ?
pour être direct. Je n'aime pas me positionner en tant que victime, mais à un moment, il faut énoncer les faits. Il est clair qu'il n'y a que très peu de noirs et de personnes de couleur à des postes à haute responsabilité, que ce soit dans le business et dans le côté créatif. Pendant très longtemps, les codes de beauté des marques de luxe et des marques de mode, c'était les standards européens en fait. Avant les réseaux sociaux, l'appropriation culturelle était beaucoup moins contestée. Évidemment, il n'y avait pas les réseaux pour pouvoir dire ouais, lui là, il s'est inspiré de ça. Donc du coup, ça effaçait la culture de beaucoup de pays d'origine. Je dis pas que l'industrie est contre les noirs. Faut pas se tromper. C'est pas ça. C'est que ils prennent pas forcément en compte les profils noirs, voire ils les esquivent. Dans les années 2010, on est entré dans une ère de l'inclusion. Donc du coup, on veut ramener plus de diversité dans la mode. Mais c'est une démarche un peu hypocrite, mais c'est pas grave parce qu'elle fait du bien malgré tout à la diversité. Le monde évolue, la mode évolue. Moi, c'est pas forcément cette hypocrisie qui me dérange, c'est plutôt il faut que ça aille au-delà d'une tendance, au-delà des mots, il faut des actions. Donc là, je suis pas dans un combat, oui, lui il est crédible, lui il est pas crédible, lui il ment pas. De toute manière, la plupart, ils font des mouvements dans une volonté de business, ce que je peux totalement comprendre. Tu veux pas que ton business il meure. Mais si tu te manifestes dans un combat antiraciste et dans tes équipes, tu as zéro noir, indien, asiate, tout ce que tu veux, poto, t'es pas sérieux. La Covid-19, putain, c'est trop dur à dire la Covid, laisse tomber. Bref, la Covid-19, ça a poussé certaines marques à aller au-delà du vêtement et à commencer à avoir une âme, entre guillemets. En fait, la période post-Covid, ça a poussé les gens à réfléchir sur l'écologie. C'était vraiment le sujet trendy. Mais la mort de George Floyd, ça a amené sur le tapis également l'inclusivité et le racisme. Aujourd'hui, les posts sur les réseaux sociaux, les dons, aussi plaisants soient-ils, ne suffisent plus. Mon avis là-dessus, c'est que les choses vont changer. Les marques vont commencer à recruter des profils issus de la diversité par peur en fait. Souvent, la peur et la pression poussent au changement. C'est comme ça, c'est le pouvoir. Si une marque a la peur de perdre du business, elle a peur de perdre une bonne image, elle a peur de perdre des clients, elle va changer obligatoirement, sinon elle meurt. Dans les années 2010, il y a eu quelques changements clés. Ces changements apparaissent grâce à des mouvements comme Black Lives Matter, à des personnalités qui prennent leur yoku, à la culture et à la génération Z qui est vachement positionnée dans des problématiques. La génération Z, en fait, ils sont beaucoup plus vocales face aux injustices, aux problématiques. C'est lourd parce que c'est eux qui vont faire changer les choses, en fait. Et les marques vont devoir s'adapter pour pouvoir perdurer, tout simplement. En 2019, la maison Chanel a recruté une directrice de l'inclusion et de la diversité. Son but premier est d'éviter les polémiques catastrophes que certaines marques ont eues, mais aussi de recruter des talents issus de la diversité. Beaucoup ont critiqué le move de Chanel parce que la responsable est blanche et en plus, elle sort de grandes entreprises capitalistes et est pas forcément activiste. Donc du coup, ils se disent qu'est-ce qu'elle va apporter. Une position que je peux totalement comprendre, maintenant, avoir les actions. Gucci a également recruté une responsable globale de l'inclusion, de la diversité et de l'équité. On espère que ça va faire évoluer les choses et que l'univers sera plus coloré chez Gucci, autant dans le business que dans la création. Prada et Burberry ont fait des moves similaires, ça veut dire que la mode et les maisons de luxe commencent à se bouger. Maintenant, j'attends les actions et on verra si vraiment le monde de la mode va évoluer. Toutes ces actions viennent à la suite des accusations par les consommateurs que les marques sont déconnectées de la réalité et de la diversité des populations actuelles. Ça vient aussi à la suite des nombreuses gaffes que les marques ont faites. On en connaît pas mal, je vais en citer quelques-unes succinctement. J'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez voir sur mon Instagram, dans mes stories ou ce genre de choses. Dans les années 2010, il y a eu beaucoup de dingueries, je passe rapidement, mais les accusations de Dolce & Gabbana de racisme envers les Chinois, Gucci et le blackface, H&M et le petit qui porte le pull singe, Prada, enfin voilà. Ces boulettes donnent lieu à des répercussions des clients qui vont faire des backlash et ça va créer des trous dans le business de certaines marques. C'est le cas par exemple de Dolce & Gabbana avec la population chinoise et ça aurait dû être le cas pour certaines discriminations pour les Noirs. Ça témoigne aussi malheureusement d'un manque de diversité et d'inclusion pour ces marques-là qui carrément ne comprennent pas ces sujets-là. Avoir des décisionnaires asiatiques ou noirs par exemple pourrait aider à comprendre à ces grandes marques comment gérer ces sujets-là, comment ne pas tomber dans des clichés. Il faut tout d'abord que plus de noirs
développent leur propre business et fassent du chiffre. Car c'est triste, mais ce qui régit le monde aujourd'hui, c'est le pouvoir, les intérêts financiers et l'influence. C'est par là que des fondateurs pourront recruter des Asiates, des Rebeux, des Blancs, des Renois, tout ce que tu veux. En gros, créer leurs propres règles, puisqu'ils ont leur propre business, donc ils peuvent dicter, ok, moi je souhaite avoir de la diversité au sein de mon équipe. Et tout simplement, c'est l'action qui fait que les choses changent. Et c'est par là que vont naître des opportunités dans des grands groupes qui sont toujours à la recherche de profits significatifs et aussi d'une influence importante. L'exemple le plus connu actuellement, c'est Virgil Abloh qui a monté sa marque Off-White et qui aujourd'hui est directeur artistique de chez Louis Vuitton. C'est également en montant son propre business qu'on est maître de ses actions pour soutenir telle ou telle cause. Dans le cas précis actuel, le soutien à George Floyd, le soutien à Black Lives Matter et le soutien à des business créés par des Noirs. Des actions comme celle de Fear of God avec le TIGF, une collaboration all-star de tous les créateurs issus de minorités pour soutenir le fonds de la fille de George Floyd, Gianna Floyd. Ou encore des actions comme le TI de Kid Super et de Ross qui a permis de récolter plus de 500 000 $ pour la cause de Black Lives Matter. D'ailleurs, Kid Super pousse à la sensibilisation avec genre des dessins d'une grande partie des personnes mortes de violences policières dans ces 20 dernières années. De son côté, Equal a créé un fonds pour pouvoir aider les business créés par des Noirs. Du coup, en plus des business créés par des Noirs ou des personnes issues de diversité, il faut également que les grands groupes, les grandes marques agissent dans cette direction-là. Et pas seulement en façade avec les mannequins et les artistes mis en avant dans les shootings, dans les vidéos, dans les campagnes, tout ce que tu veux. Mais ajouter de la couleur dans des postes à haute responsabilité, des postes décisionnaires pour que vraiment les choses évoluent, c'est ce qu'il faut en fait. Mais aussi que les grands médias prennent le sujet à bras le corps et fassent évoluer les choses. Un peu comme Business of Fashion le fait. Jordan a donné 100 millions pour lutter contre les inégalités aux États-Unis. Enfin, 100 millions qui va échelonner sur 10 ans. C'est quand même un truc de ouf et ça va permettre à beaucoup de prendre le sujet en considération. Michelle Obama a joué un grand rôle dans l'évolution des mœurs grâce à sa position dans la Maison Blanche dès 2009. Elle portait vachement de créateurs afro-américains et africains. Et ça a mis en lumière plein de créateurs divers à un niveau au max quoi. On en parle peu, mais la nomination d'Olivier Rousteing en tant que directeur artistique chez Balmain, c'est un game changer. Déjà, il prend la suite de Christopher Decarnin qui était archi chaud. Et en plus de ça, c'est un jeune noir qui prend la tête d'une maison de luxe française. C'est historique, c'est inédit. Qu'on le veuille ou non, il a contribué à casser les barrières avec son petit style sexy, glamour, Balmain Army et compagnie, mais aussi parce qu'il a apporté la diversité dans le discours, dans les mannequins, et il a eu aussi un succès commercial. Et ça, c'est important pour faire évoluer les mentalités. Avoir un DA qui, derrière, fait du chiffre, qui derrière a une bonne image, a une bonne communication, c'est important. Il a clairement ouvert les portes et il mérite plus de crédit, c'est pour ça que j'insiste. En 2013, Bethany Ardison a appelé à plus de diversité sur les défilés de mode. Donc elle a envoyé une lettre aux fédérations de Paris, Londres, Milan, New York pour que ça puisse évoluer et franchement ça a un peu évolué. Bon, Dapper Dan, j'en parle assez souvent. Vous pouvez aller voir ma vidéo Gucci pour aller plus en profondeur sur le sujet. Mais grosso modo, Alessandro Michele chez Gucci s'est inspiré d'une pièce de Dapper Dan des années 80. Sans le dire, il s'est fait backlash par les internautes et derrière, il a dû collaborer avec Dapper Dan sur Gucci. Bon, Edouard, c'est un styliste reconnu du milieu qui a travaillé pour Heidi ou Vogue Italie. Il devient le premier rédacteur en chef noir du Vogue UK. Donc c'est un truc de ouf. Il a directement contribué à donner une vision plus diversifiée du magazine, des contenus et à collaborer avec, il a fait croquer en gros ses potos Naomi Campbell et comment il s'appelle déjà, Steve McQueen. Kirby Jean Raymond, mon gars sûr. Alors lui, c'est un créateur de mode qui est aussi activiste afro-américain et il est grave chaud. Je vais dédier une vidéo à lui, je pense, dans la suite. Donc restez branchés. Alors on a eu des changements quand même dans les campagnes, dans les défilés, dans les shootings et compagnie, mais c'était pas
ouf, tu vois, et c'était souvent des personnes devant la caméra, des mannequins, des artistes, etc. Mais quand Tyler Mitchell, à 23 piges, a été le premier photographe qu'Henry a shooté la couverture du Vogue US avec Beyoncé en prime, c'était une sacrée avancée pour les gens behind the scenes. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il a été imposé par Beyoncé. Donc, de un, la pression, ça compte, ça pèse, ça paye. Et de deux, putain, l'industrie, ma gueule, attendre 2018 pour avoir un premier photographe noir. Certains disent que c'est un projet possédé par LVMH. Mais justement, c'est ça qui fait la force et l'avancée du move pour Rihanna. Ça montre que le plus gros conglomérat de luxe au monde, LVMH, fait confiance à une Renoir pour gérer une nouvelle marque créée de toutes pièces. Ça peut faire évoluer beaucoup de mentalités de personnes qui pensent que les noirs ou les meufs, elles sont pas compétentes ou elles sont pas assez fortes. Ça montre également que le business ne respecte que le business. C'est-à-dire que pourquoi elle a cette position-là actuellement? C'est parce que Fenty Beauty, c'était un tremblement de terre dans l'univers de la beauté et du maquillage. Il faut savoir que c'est la première fois depuis 87 avec Christian Lacroix que LVMH crée une marque de toutes pièces pour une personne. Je suis assez curieux du chiffre d'affaires actuel de Fenty. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à m'envoyer ça en commentaire. Vraiment, je suis intéressé. Voilà, ce trade sur la mode et le racisme est terminé. Si vous êtes resté jusqu'ici, si vous êtes des passionnés comme moi, restez connectés parce que c'est pas fini. J'arrive avec d'autres vidéos, une sur Virgil Abloh et une sur Pierre Amos dans la suite. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Venez sur mon Insta, m'envoyer des DM et activer la cloche aussi pour savoir que la prochaine vidéo là, elle va être sur l'affaire Virgil, donc ça va être intéressant.